C'est le plus grand accord commercial de l'histoire. C'est ainsi que le président Trump a commenté la signature de l'accord conclu aujourd'hui avec le Japon. Les flashs des caméras ont crépité, les journalistes se sont approchés et il a déclaré que c'était le plus grand accord commercial de l'histoire américaine, 550 milliards de dollars signés et scellés avec Tokyo. Cela devait devenir son triomphe, la preuve que la pression tarifaire et la diplomatie musclée fonctionnaient réellement, forçant les Alliés à investir dans l'économie américaine. Pendant un instant, cela a ressemblé à une victoire éclatante. Mais le triomphe s'est transformé en chaos plus vite que quiconque ne l'aurait imaginé. Quelques semaines plus tard, le nouveau Premier ministre japonais est apparu en direct à la télévision pour annoncer la rupture de l'accord, le qualifiant de menace pour les intérêts nationaux du Japon. La nouvelle a frappé comme un séisme, les marchés ont vacillé, le yen s'est envolé et Washington s'est retrouvé en panique, cherchant à comprendre ce qui avait bien pu mal tourner. Derrière les gros titres se cachait bien plus qu'un simple désaccord diplomatique. Le Japon, l'allié le plus fiable des États-Unis en Asie, refusait soudainement de jouer selon les règles de Washington. Ce geste de désobéissance a résonné à travers tout le Pacifique, de Tokyo à Séoul, des salles de marché jusqu'au bureau ovale. Ce qui avait commencé comme une démonstration de puissance américaine se transformait en test de cette même puissance. Et une question s'imposait: comment l'Amérique avait-elle pu perdre la confiance de ses partenaires les plus proches en seulement quelques semaines ? En juillet 2025, Trump se tenait sur la pelouse de la Maison-Blanche, entouré des dirigeants des plus grandes entreprises américaines, constructeurs automobiles, chantiers navals, géants de l'énergie. Sous les flashs, il annonçait une percée historique dans les relations avec le Japon. Le nouvel accord prévoyait une réduction des droits de douane sur les produits japonais de 27,5% à 15%, en échange d'un investissement de 550 milliards de dollars destinés à des projets américains, construction de chantiers navals, terminaux de gaz naturel liquéfié, usines de semi-conducteurs et infrastructures énergétiques. Trump déclarait fièrement qu'il s'agissait du plus grand accord commercial de l'histoire des États-Unis et que 90% des bénéfices resteraient en Amérique. Pour lui, c'était la preuve que sa politique de pression tarifaire portait ses fruits. Les alliés qui autrefois se plaignaient semblaient désormais payer pour le privilège de participer à l'avenir américain. Mais à Tokyo, l'atmosphère était bien différente. Les responsables japonais avertissaient qu'il ne s'agissait pas d'un véritable traité international, mais d'une déclaration politique sans valeur juridique. Beaucoup y voyaient un accord déséquilibré, profitable avant tout à Washington. Même au sein du Parti libéral-démocrate au pouvoir, certains craignaient que cet accord ne compromette l'indépendance financière du pays et ne transforme le Japon en simple source de capitaux bon marché pour les États-Unis. En septembre 2025, la crise devint impossible à cacher. Le Premier ministre Shigeru Ishiba se retrouva au cœur d'un scandale politique. Son propre parti l'accusait de s'être incliné sous la pression de Trump. Le soutien au gouvernement tomba sous les 20% et la presse japonaise titrait le cabinet victime du chantage américain. Quelques semaines plus tard, Ishiba démissionna, ouvrant la voie à des changements bien plus profonds. Le 4 octobre 2025, Sanae Takaichi, une figure conservatrice et protégée de feu Shinzo Abe, prit la tête du gouvernement. Dans son premier discours, elle annonça vouloir réexaminer tout accord menaçant la souveraineté nationale du Japon. Ce fut un véritable défi lancé à Washington. Rapidement, Tokyo mit en place un fonds spécial au sein de la banque japonaise pour la coopération internationale afin de garder le contrôle total sur les 550 milliards promis. Les marchés réagirent aussitôt, le yen se renforça, les investisseurs anticipant des retards de transfert en dollars, les actions des entreprises américaines d'armement chutèrent de 6%. Le Financial Times qualifia cette décision de rébellion silencieuse contre la pression économique américaine. Le geste japonais eut l'effet d'une onde de choc dans toute l'Asie. En Corée du Sud, où un accord similaire de 350 milliards avait été signé quelques mois plus tôt, le doute s'installa. Un conseiller à la sécurité nationale déclara: « Nous ne pouvons pas payer 350 milliards en liquide ». Cette phrase apparemment anodine glaça le sang à la Maison-Blanche. Peu à peu, la stratégie de Trump montrait ses limites. Au lieu d'imposer l'autorité américaine, elle révélait la volonté croissante des alliés de résister. Ce qui devait être une démonstration de force devenait une épreuve d'endurance.
À Washington, l'agacement grandissait. Trump s'exclama publiquement « Nous avons conclu le meilleur accord de l'histoire » et le Japon s'en retire déjà. Une phrase qui trahissait son inquiétude, la stratégie américaine s'effondrait sous son propre poids. Ce qui semblait n'être qu'un différend bilatéral devenait une véritable reconfiguration régionale. Le Japon ne voulait plus être un simple exécutant et d'autres pays d'Asie commençaient à en prendre note. Pour tenter de reprendre le contrôle, Washington créa une nouvelle agence, l'Agence américaine pour l'accélération des investissements. Officiellement, elle devait garantir que les investissements étrangers profitent aux intérêts stratégiques des États-Unis. En réalité, Tokyo et Séoul perdaient toute possibilité de décider de l'allocation de leurs fonds. À Tokyo, la riposte fut immédiate. Le chef négociateur japonais, Ryusei Akazawa, déclara que les fonds japonais resteraient sous supervision nationale. Autrement dit, le Japon se réservait le droit de suspendre les paiements. Les marchés comprirent aussitôt, le yen grimpa tandis que le dollar vacillait. L'accord entra de facto en pause. À la Maison-Blanche, c'était la confusion totale. Le Japon, pilier du partenariat Indo-Pacifique, défiait ouvertement l'influence économique américaine. À Tokyo, un rapport confidentiel du ministère des Finances avertissait que le transfert de 550 milliards de dollars risquait de fragiliser le marché obligataire japonais. Déjà sous pression d'une dette publique équivalente à 260% du PIB, même des transferts partiels pourraient provoquer une panique financière. Pendant ce temps, le projet phare de l'accord, un terminal de gaz liquéfié en Alaska à 44 milliards de dollars, s'effondrait. Les coûts grimpaient, la demande chutait et les compagnies japonaises se retiraient discrètement. Les marchés comprirent le message, l'alliance américano-japonaise vacillait, ce qui devait incarner la puissance économique américaine révélait désormais sa fragilité. La victoire à 550 milliards de Trump devint un symbole de perte de contrôle. L'accord censé prouver la force de l'Amérique montrait surtout que ses alliés n'étaient plus prêts à obéir aveuglément. L'acte de désobéissance du Japon ébranla la confiance de Washington et inspira d'autres nations asiatiques à repenser leur dépendance. Chaque report, chaque déclaration prudente dessinait désormais un glissement silencieux dans l'équilibre du pouvoir mondial. L'ère de la domination américaine incontestée touche à sa fin, laissant place à une nouvelle période d'incertitude et de réalignement. Le geste de Tokyo annonçait l'aube du siècle asiatique, un temps où la parole de Washington ne fixe plus les règles du jeu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.